Salut tout le monde, retour pour une petite vidéo anecdote. Je sais, j'ai le plus beau pull de la planète. Vous pouvez spammer en commentaire, y a aucun souci. Donc aujourd'hui, de quoi ça parle? Eh ben ça va encore parler d'une petite anecdote de ma traversée du Canada. Je l'ai encore raconté presque à personne, enfin vraiment très peu de monde, à mon entourage très proche. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc comme d'hab, installez-vous bien confortablement, et puis il y en a pas pour longtemps. On va essayer de faire ça simple et efficace, clair pour tout le monde. C'est parti, générique. Nous sommes donc de retour au Canada, en Ontario, en février-mars 2019. Je viens d'attaquer le tour du lac supérieur, donc il y a une partie très compliquée de ma traversée, parce que le lac supérieur, si vous voulez, c'est le deuxième plus grand lac du monde. C'est un lac qui a son propre climat, enfin je veux dire là, à ce niveau-là, c'est même plus un lac, c'est une mer intérieure, avec ce que ça implique d'humidité, de vent, de froid. Enfin, c'est assez violent, ça va certainement en faire sourire certains, ce que je suis en train de dire, mais il y a vraiment quelque chose de mystique autour de ce lac, qui peut, par exemple, avec un temps très clair, et qui peut se couvrir d'un seul coup avec des nuages particulièrement angoissants, et particulièrement lourds, et pesants. Enfin, il y a quelque chose, il y a vraiment une ambiance mystique autour de ce lac. Je sais que les Premières Nations lui prêtaient des particularités, des pouvoirs mystiques, etc., et je pense que c'est pas tombé du ciel, vraiment. Il y a une sensation étrange. Enfin, moi, je sais que j'ai eu une sensation étrange pendant toute mon aventure autour du lac, où il y avait vraiment quelque chose où je sentais que j'étais toléré, mais que c'était pas chez moi, j'étais pas le patron de cet endroit-là, et qu'il me tolérait jusqu'au moment où il me tolérerait plus. Donc je suis dans les environs de la Montreal Hill River, qui est une sacrée colline connue dans tout l'Ontario, voire un peu autour pour tous ceux qui l'ont déjà fait en bagnole ou quoi, je pense que tout le monde s'en rappelle. C'est une colline qui est mythique là-bas et qui marque parce que c'est une montagne, cette colline, tellement ça monte à pic, longtemps. Enfin, c'est terrible. Et je suis juste avant cette petite colline fort charmante et sympathique. La veille, j'ai une nuit très compliquée, que je raconterai plus en détail dans le film. Vraiment bientôt sur vos écrans, promis. Mais spoiler alerte, parce qu'il fait froid. Incroyable révélation. Donc j'avance sur ma traversée canadienne, et ce soir-là, en fait, je me retrouve dans une ville de vacances, si vous voulez, qui est très fréquentée en été, mais absolument pas en hiver, comme à peu près tout ce qu'il y a autour du lac supérieur. En gros, le lac supérieur, c'est beaucoup de stations balnéaires, qui en été sont prisées, où tout le monde a sa maison de vacances, etc. sur les berges du lac, mais en hiver, à part dans certains endroits très particuliers, et à part les pêcheurs sur glace, c'est pas le feu au niveau du monde. Donc là, typiquement, il y avait personne. Donc je marche à travers cette espèce de village fantôme abandonné avec de la neige partout. Puis je vois un panneau avec écrit village de vacances sur la gauche. Je peux pas citer le nom du village de vacances, vous comprendrez vite pourquoi. Donc je tourne, arrivé à ce petit virage, et je prends le petit chemin du village de vacances en me disant peut-être que c'est ouvert en hiver, peut-être qu'il y a du camping hivernal, parce que je sais que dans certaines régions du Canada, ça se fait le camping hivernal. Je me dis, avec un peu de chance, peut-être que je trouverai une douche ou quelque chose pour me réchauffer, et puis déjà pour me doucher, ça aurait été cool. Enfin, peut-être que je vais trouver quelque chose d'ouvert, ou même un truc pour bouffer, chaud, enfin voilà. Donc j'arrive dans ce petit village de vacances. À l'entrée, il y a une espèce de parking avec plein de caravanes. Et un peu plus loin, il y a plein de chalets en fait qui donnent sur le lac supérieur. La vue est incroyable, mais justement au vu de la neige et des traces, je me doute bien que ça fait un moment que personne n'y a foutu les pieds. Donc je sais d'avance qu'il y a personne et que c'est abandonné. Pour l'hiver, que c'est ouvert qu'en été, ce qui est bien dommage ma foi. Mais bon, je tente ma chance en me disant peut-être que je trouverai un abri ou un endroit où planter ma tente qui m'abritera au moins du vent, parce que les températures étaient particulièrement basses, là le soleil commençait à tomber. Donc d'ailleurs, plus beau coucher de soleil de ma vie, vraiment. Je vous affiche une photo ici. Mais voilà, des températures totalement pourries, c'était atroce tellement il faisait froid. Et donc là je me dis, la nuit est tombée, maintenant si je déplie ma tente maintenant, je vais me brûler les doigts, parce que vous comprenez bien que déplier la tente et la monter avec des moufles, c'est compliqué, donc il faut que je me mette en sous-gants. J'ai des gants aussi avec des doigts, mais c'est pas suffisant pour les températures qu'il fait, clairement pas. Je me dis, c'est très compliqué de monter ma tente maintenant avec le froid. Je regarde si, par le plus grand des hasards, un des chalets donc de vacances n'a pas été laissé ouvert, ils n'ont pas oublié de le fermé en partant, ce qui aurait pu m'arranger. Donc je fais le tour des chalets, il y a 1,50 m de neige devant, donc je chausse mes raquettes, j'essaye d'avancer mais je tombe dans la neige, vous connaissez la chanson. Gros effort physique mais au moins je me réchauffe.
Premier chalet fermé, deuxième chalet fermé, troisième chalet fermé. Bon, je comprends vite qu'ils sont tous fermés, hein, clairement, ce qui paraît logique. Et là, les températures tombent, mais quand je vous dis tombe, c'est là on est en train de tomber dans les moins 45, moins 50. Donc là, on arrive dans des températures qui n'ont plus aucun sens. Là, ça commence à être catastrophique. Je me dis, merde, il faut que je m'abrite du vent, j'ai pas le choix. Là, il fait nuit, le temps que je déplie ma tente, que je me réchauffe et tout. C'est un peu critique. Donc qu'est-ce que je fais ? Je cherche le chalet, on va dire, le moins bien fermé, parce que vous savez, avec la différence de température, avec le froid, le chaud et tout, ça gonfle, le bois, en fait, change de forme. Je suis pas expert en bois, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a peut-être une porte qui a un peu bougé et qui peut me permettre de rentrer sans la casser. Parce que le but, c'était évidemment pas de casser de matériel ou de vandaliser quoi que ce soit, si vous voulez. Et effectivement, je trouve un chalet où la porte a un peu gondolé, juste ce qu'il faut pour que je puisse l'ouvrir sans rien casser, en fait. Je parviens à ouvrir cette porte. Je rentre dans ce chalet absolument noir, puisque tout est fermé, puis il fait nuit de toute façon. Puis avec cette odeur d'humidité un peu abandonnée, puis des meubles sans dessus-dessous, enfin un truc un peu glauque, vous voyez. J'arrive à ramener l'électricité. Premier truc, j'allume le chauffage. Et en fait, en allumant le chauffage, il y a la température, si vous voulez, qui s'affiche. Donc là, il y a la température qui freeze. Ça me donne pas de température, le thermostat bug en fait finalement. J'installe le canapé à côté du chauffage, vraiment collé au chauffage. C'est un chauffage en bas, vous savez, qui souffle un peu. Je colle le canapé au chauffage, j'essaie d'installer le truc. J'allume les plaques chauffantes, vous savez, c'est des espèces d'escargots de résistance. Je m'installe à côté pour essayer de me réchauffer comme je peux. Enfin, c'est le bordel, clairement. Et en fait, il fait presque plus froid à l'intérieur qu'à l'extérieur. En gros, je m'explique. Ça fait tellement longtemps que le froid s'accumule, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mouvement, que le soleil n'a pas tapé puisque tous les volets sont fermés. Ça fait tellement longtemps que le froid stagne dans cette pièce qu'il fait limite plus froid que dehors. Et en plus, moi, je suis plus en mouvement, etc. Je me relâche un peu, donc évidemment, le froid commence à me mordre un peu à l'intérieur du corps, c'est terrible. Avec mon duvet et tout, ça va. Au moins, je suis abrité du vent et j'ai pas eu à monter ma tente. C'était quand même ça l'objectif. J'avais déjà des séquelles aux doigts à cause de certains moments où j'ai dû monter ma tente, justement. Je voulais pas me rebrûler par-dessus. C'est pas plus compliqué que ça. Je me réveille le lendemain matin, et le lendemain matin, le thermostat fonctionnait. Quand je suis parti, le thermostat a été allumé, et ça faisait très exactement 14 heures que je l'avais allumé, le chauffage. Et il faisait -7. Donc vous voyez à quel point... le froid était enraciné dans cette pièce, parce que même avec le chauffage à fond, il faisait quand même encore très froid. Après, -7, pour être tout à fait franc, par rapport aux températures qu'il faisait dehors à ce moment précis de l'année, et à cet endroit précis, -7, c'était Cuba, hein. C'était la Havane, hein, pas de souci. J'ai tout remis en place, je suis parti en laissant un billet de 20 $ pour l'électricité sur le comptoir. J'ai refermé la porte, aucun souci, la porte était verrouillée, c'est comme si j'étais jamais venu. Je remercie ce camp de vacances si jamais ils regardent cette vidéo, ce dont je doute. J'ai fait en sorte que tout soit même mieux rangé à mon départ qu'à mon arrivée. Et puis quand j'ai repris la route, il m'est arrivé une énorme couille, peut-être une des plus grosses couilles qui m'était arrivée jusque-là. Je raconterai dans le film. Bien sûr, petit teasing, hahaha, rigolade, cliffhanger. Bon, bah on se retrouve très vite hein, pour d'autres vidéos, bien sûr. Merci à tous ceux qui sont très fidèles. C'est vraiment cool de pouvoir compter sur vous. Merci à votre investissement dans les commentaires et tout ça. Enfin, c'est vraiment cool. À très vite. Ciao.